Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc consacrée aux analyses du week-end. La semaine dernière, j'ai pas pu faire la vidéo pour cause de mariage, le mien. Donc du coup, forcément, j'ai fait quelques petites bêtises entre la semaine dernière et cette semaine. Voilà, certainement pas mal de fatigue et bon, c'est comme ça. Du coup, j'en profite pour justement rappeler quelque chose, puisque je reçois pas mal de mails, quand je tente des rebonds spéculatifs, du style Technicolor, Kudian, etc. Même si je le prononce mal, je ne le prononce pas à la chinoise. Mais du coup, vous devez bien comprendre quelque chose, c'est que le portefeuille que je vous partage, c'est un portefeuille orienté plutôt court terme, bien que j'ai quelques positions moyen terme dessus, mais surtout c'est un portefeuille offensif, hein. Je le rappelle tous les jours quand je publie justement ma revue, c'est un portefeuille offensif. J'ai un autre portefeuille plus long terme défensif, où là j'ai plus des grosses caps, etc. Où là je vais dimensionner mes positions de manière différente, faire un petit peu plus de moins de risques, avoir de l'or, etc. Bref, un petit peu plus diversifié. Parce que là, mon but, c'est pas d'essayer d'aller chercher de la surperformance. Mon but, c'est juste de battre l'inflation et quelque part de faire le maximum que je peux dans les conditions de marché que l'on a. Donc, bien comprendre que, en effet, quand je me permets de prendre certaines valeurs spéculatives pour tenter des rebonds, qui ne sont absolument pas moins de risques, il faut bien prendre en considération que c'est au sein de mon portefeuille offensif. Il faut bien prendre en considération également que ce que je peux me permettre, car j'ai des années de gains, j'ai un matelas de gains, j'ai de la sécurité, je peux me permettre, et j'ai une profondeur de portefeuille, je peux me permettre d'aller prendre certains risques. Et puis voilà, quand j'ai tort, eh ben, je prends ma baffe, et en règle générale, j'essaye de limiter au maximum. Il faut bien rapprocher également les pourcentages éventuels de pertes que je peux faire par rapport à ma taille de position. Donc bien prendre en compte les tailles de position, même quand je surdimensionne et que je peux avoir des tailles de position qui peuvent approcher les 10% voire plus. En règle générale, ce que je fais, c'est je veux toujours éviter de perdre plus de 1 à 2% de mon portefeuille total, de mon capital total, sur un même trade. Pourquoi? Ça veut dire que même si je me prends une grosse baffe, même si j'ai tort, c'est rattrapable. Donc c'est ça le plus important. Donc je me permets de tenter certaines choses parce que je sais que même si je me prends une grosse baffe et quand je tente des choses, bien entendu que les probabilités sont contre moi, ce n'est pas moins de risque, mais derrière, il y a toujours un petit peu de fatigue, il y a certaines erreurs qui reviennent, mais le plus important, c'est le garde-fou, c'est-à-dire de gérer à chaque fois que même si on se plante, dans le pire des cas, on ne pomme pas plus de 1 ou 2% de son capital total. Bien entendu, ce que je suis en train de vous dire là, c'est surtout applicable pour des personnes qui ont des portefeuilles assez larges. Dès qu'on a un portefeuille plus petit, on ne peut pas l'appliquer ça, puisque les frais représentent trop. Et donc forcément, on est obligé de prendre un peu plus de risques quand on a un petit portefeuille, puisqu'on ne peut pas diversifier, puisqu'on n'a pas la profondeur de portefeuille pour pouvoir fragmenter ses ordres, etc. Donc la règle, c'est quoi? La règle, c'est plus on a un petit portefeuille, plus on est débutant, et plus on doit être discipliné et tendre vers du moindre risque uniquement, et éviter tous ces rebonds spéculatifs. Vous ne devez pas me suivre sur ce genre de choses-là, tant que vous n'êtes pas suffisamment aguerri, que vous n'avez pas la position et la taille de portefeuille pour. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de le rappeler. Je ne cesse de le rappeler, mais voilà, je pense que c'est important de vous répéter cela. Donc du coup, une fois qu'on a dit ça, on va passer sur le coronavirus. Alors que là, je suis sur la mauvaise vidéo. C'est la vidéo que je vous fais le lundi. D'ailleurs, lundi également, je reprendrai l'analyse des différents Bitcoin, crypto et compagnie. Là, en attendant, ce week-end, on va s'attarder surtout sur les indices et les actions. Donc du coup, coronavirus, qu'est-ce qu'on s'était dit ces précédentes semaines? Le marché, il monte. Pourquoi? Parce qu'il price le fait que c'est éphémère. Il price le fait que, en effet, il va y avoir des impacts économiques. Je pense que ça n'a échappé à personne. Maintenant, on est en train de parler de combien ça coûte. Ce qu'on s'était dit également. Il va falloir chiffrer tout ça. Et du coup, ce qui est vraiment important, et on l'a vu, finalement, le marché garde son calme, gardait son calme jusqu'à maintenant, pour la raison qui était la suivante, c'était de dire, on price que c'est éphémère, et on price éventuellement que les pertes de chiffre d'affaires, etc., c'est quelque chose qui va être décalé dans le temps. Donc ce n'est pas perdu, ça va potentiellement être juste décalé sur le troisième trimestre, fin de deuxième trimestre, troisième trimestre éventuellement.
Et là, du coup, maintenant, on a des nouvelles données, c'est de dire que le coronavirus, le marché a pricé que ça allait être éphémère, et finalement, c'est pas si éphémère que ça. On voit que ça traîne en longueur. En plus, on peut certainement remettre en doute les chiffres. Il faut se protéger juste avant le week-end, c'est ce que j'ai fait, notamment avec du BX4, parce que les Chinois, en règle générale, ils apprennent à recompter le week-end. Donc du coup, le lundi, on peut toujours avoir un épisode un petit peu de panique. Pourquoi la panique? Pourquoi la panique pourrait reprendre sur le marché? Eh bien, tout simplement parce que le marché va se dire, oh là là, j'ai pricé quelque chose qui devait être éphémère, quelque chose qui devait m'impacter l'économie ce trimestre-ci, mais décaler finalement et faire un rattrapage les prochains trimestres. Or là, les nouvelles données font que, pour moi, potentiellement, la Chine ne dit pas tout. Et deuxièmement, on voit que c'est en train de s'étendre à plusieurs autres pays. Et potentiellement, les autres pays, surtout en Asie du Sud, n'ont pas forcément les mêmes moyens que la Chine pour pouvoir mettre en quarantaine, etc. Donc du coup, le marché se dit, aïe aïe aïe, je me suis peut-être trompé, j'ai peut-être pas suffisamment pricé le risque que ça va durer. Et donc si ça dure, mon impact économique va être plus important. Et si mon impact économique est plus important, et ben d'autant plus j'aurai des décalages, mais j'aurai des décalages encore plus importants. Donc du coup, je me remets à avoir peur, je me remets à manquer de visibilité. Et ça, les marchés, quand il y a un manque de visibilité, eh ben, ils n'aiment pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils font justement quand ils ont ce manque de visibilité? Eh ben, ils préfèrent bazarder, réfléchir plus tard et derrière, revenir éventuellement si on a des fondamentaux qui s'améliorent. Donc voilà un petit peu pour le laïus. Derrière, d'un point de vue purement graphique, quand on regarde d'un point de vue purement graphique ce qui est en train de se passer, eh ben pour le moment, on n'a pas de panique. C'est-à-dire qu'on avait bloqué sur le marché, sur les 6100, 6110 points, et on avait construit une petite figure justement de congestion-consolidation qu'on a cassé aujourd'hui par le bas. On est allé chercher, vous le voyez, la zone des 6000 points qui sert de niveau de support graphique et aussi de niveau psychologique, et on a tenté un rebond. Mais en gros, vous le voyez, on a les 6000 points en support, 6065 en résistance, donc on est rentré dans un marché en consolidation sous ces 6065, et si on devait casser les 6000 points, et ben là, on irait chercher 5970 et derrière 5950, voire 5000 à derrière, on peut aller chercher plus bas, bien entendu. Et je vais vous donner un niveau, pour moi, 5900, 5920. Tant que l'on va tenir ces niveaux-là, on ne retourne pas le marché à la baisse. C'est encore trop tôt. On parlera juste sous les 6000 points d'une correction plus importante qui se met en place. Donc du coup, ce qui est important là, c'est juste de se dire que sous les 6065 points, on est prudent. Sous les 6000 points, on réduit la voilure, on se couvre éventuellement. Bref, ce qui est important, c'est de récupérer des liquidités pour être prêt à tout, justement, et attendre de voir comment le marché va potentiellement digérer cette seconde salve de non-visibilité. Et là, pour moi, ce qui est vraiment le plus important, c'est, vous le voyez, ce niveau pivot qui est là sur les 5990, 6000 points, à savoir, est-ce que la semaine prochaine, on l'enfonce ou pas? Si on l'enfonce, eh ben, il faut se préparer à une correction un petit peu plus forte, un petit peu plus profonde, vers les niveaux donc, que je vous ai donnés. Ensuite, j'ai vu pas mal de personnes qui ont parlé de faux breakout, etc. C'est souvent sur le DAX. Donc, j'ai vu passer quelques mails sur ça, où j'ai des personnes qui me disent « Julien, j'avais tracé ça, il y avait eu le breakout, donc du coup je pensais qu'il y avait un gros signal, etc. Et du coup là, bam, ça recasse par le bas, donc je me dis réintégration, faux signal, faux breakout ». À titre personnel, je ne crois pas au faux breakout. Par contre, je crois aux mauvaises analyses. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas penser, c'est que quand vous avez ce faux breakout-là, il ne faut pas vous dire, voilà, c'est un faux breakout, c'est une réintégration et finalement, l'analyse technique, on ne peut pas réellement faire confiance. En ce coup-là, ça n'a pas marché. Ok, on a le droit de se dire ça éventuellement, mais ce que vous devez surtout vous dire quand vous avez une réintégration ou un faux breakout, c'est est-ce que j'ai réellement vu ce qu'il fallait voir ? Est-ce que je ne peux pas mettre mon ego de côté un petit peu et refaire mon analyse? Parce que ce qu'il faut réellement voir sur le DAX, c'est rien de plus que éventuellement un biseau descendant. Alors on peut le tracer derrière comme on veut, mais cette idée-là, c'est de dire un biseau ascendant, pardon, lapsus. Donc c'est de dire, là c'était pas réellement un vrai breakout. Le vrai breakout, c'est si on casse l'oblique ascendante ici, qui a plusieurs points d'impact.
par le haut. Et là, ça aurait créé une euphorie. Et en l'occurrence, on s'en est servi comme résistance. Donc on reste en fait, il n'y a pas eu de breakout ou de faux breakout. On reste en fait dans cette figure en biseau ascendant. Et ce n'est que quand on cassera la figure en biseau ascendant qu'on aura une cassure validée. Et donc là, en l'occurrence, soit on casse par le haut, et là c'est l'euphorie, soit on casse par le bas, et là on sera parti pour une correction qui durera un petit peu plus longtemps et qui aura très certainement pour objectif, si on doit tirer tout de suite des conclusions hâtives, de revenir déjà pour commencer sur cette zone-là des 12 600 points. Donc ça c'est pour l'idée sur le DAX. Je vois pas mal d'analyses, du coup je me suis dit, voilà, c'est important je pense de remettre un petit peu comme toujours l'église au centre du village. Donc au niveau du Nasdaq derrière, qu'est-ce que l'on a sur le Nasdaq? Et bien là il y a quelque chose de très important sur le Nasdaq, c'est que vous voyez la hausse exponentielle de ce Nasdaq. Eh bien, on sait bien, et on se l'est déjà répété, on sait bien que derrière, quand la consolidation se mettra en place, elle se fera au prorata de la hausse. Et donc, il ne faudra pas être choqué potentiellement d'avoir du moins 3, moins 4%, et derrière de se dire, oh là là, c'est énorme. Non, mais en même temps, je veux dire, on vient des 7000 points. Donc, il faut bien également se dire qu'à un moment donné, on va peut-être retracer 30, 50% de cette hausse-là, et qu'il faut éventuellement s'y préparer. Et ça, maintenant, c'est là justement où je pense qu'il y a quelque chose de très important en bourse, c'est d'essayer de réfléchir comme le marché, d'essayer de réfléchir avec un esprit pervers. Et cet esprit pervers, c'est de se dire toujours, qu'est-ce que moi, monsieur marché, je pourrais faire qui va embêter le plus de traders possible? Déjà, on a gagné sur l'année 2019, on a quasiment gagné plus de 40 à 50% sur beaucoup d'indices, beaucoup de valeurs sur les indices en 2019 alors qu'on criait au crack, etc. Donc on a déjà bien embêté tous les vendeurs et tous les baissiers. Maintenant que la plupart d'entre eux ont fini finalement d'être baissiers, ont commencé à dire ok maintenant je suis à l'achat, etc. Eh ben, on peut faire une consolidation qui sera au prorata de la baisse. Mais là où je pense que le marché va surtout embêter beaucoup de personnes, c'est s'il embête à la fois les acheteurs et à la fois les vendeurs. Et c'est-à-dire s'il fait du zigzag, c'est-à-dire potentiellement là, on peut faire des consolidations fortes, mais derrière remonter et derrière faire du zigzag. Et donc construire en fait une consolidation, une congestion sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ça serait des conditions de marché qui embêteraient la majorité des gens. Et en règle générale, moi, ce que j'aime bien, c'est de me dire, ok, essayez de réfléchir où le marché pourrait aller et ça va embêter le plus de gens. Donc ça, c'est une première idée. Bien entendu, ça ne vaut rien, c'est une simple hypothèse de travail, mais derrière, graphiquement, pour l'instant, on n'en est absolument pas là. Le premier gros support sur le Nasdaq, c'est de se dire la moyenne mobile 20. Le deuxième gros support, c'est de se dire travailler ce gap-là. Donc, on le voit que moyenne mobile 20, voire ce gap-là, ça ne resterait qu'une consolidation au prorata de la hausse, donc ça ne remettrait absolument pas en cause la tendance. Mais par contre, vous le voyez bien, ça vous fait quand même 7-8% potentiellement de baisse. Donc ça, il faut être capable de pouvoir l'accepter et de se dire, eh ben, c'est normal, c'est une baisse au prorata de la hausse et en aucune manière, parce que voilà, vous avez eu une hausse de plus de 3000 points et tout le monde a dit c'est pas normal. Maintenant, on va avoir une baisse de 1000 points et tout le monde va crier au crack. Donc il faut savoir trouver toujours pareil, un juste milieu, une juste mesure et savoir qu'à un moment donné, on retrace. Pour moi, le retracement ultime sur le Nasdaq, il est là. C'est cette ancienne oblique d'un biseau ascendant qu'on avait cassé par le haut et qui déclenchait pour moi le mouvement d'euphorie. Et à partir de ce moment-là, pour moi, c'est tant qu'on va tenir ce niveau-là, c'est un niveau de soutien. Et on me demande souvent dans l'idéal, là où j'aimerais avoir le maximum de cash pour éventuellement revenir sur un paquet de dossiers, pas pour jouer l'euphorie, pas pour jouer le retournement haussier à la mort jusqu'à la fin, c'est juste pour jouer un rebond éventuellement, mais un rebond fort et un bon niveau d'achat, ça serait ce niveau-là. Donc actuellement, il est aux alentours des 8700 points. Sur le Nasdaq, on voit que voilà, ça fait potentiellement encore 700 points de baisse éventuelle, mais ça ne veut pas dire qu'on va y aller d'un coup, ça veut pas dire qu'on ne va pas construire, ça ne veut pas dire qu'on va y aller tout de suite également. Voilà, pour moi, c'est ça. Pour le moment, c'est un premier mouvement de consolidation, de reprise de souffle à ce stade-là, c'est de la conso au prorata de la hausse qui ne remet absolument pas en cause cette hausse-là. Il faut juste s'en prémunir, faire attention, savoir
qu'il va y avoir plus de volatilité que d'habitude et que donc justement il faut l'accepter et il faut l'intégrer dans ses plans, il faut l'intégrer dans ses tailles de position et potentiellement pour la majorité d'entre vous également dans la compréhension qu'il y a un temps pour acheter, il y a un temps pour vendre et aussi en bourse il y a surtout un temps pour ne rien faire et pour observer. Donc selon votre profil, il ne faut jamais oublier que ne pas trader, c'est une position en soi, c'est trader. Et ça, le comprendre, ça vous évitera de reperdre pas mal de gains que vous avez fait depuis de l'année. Et c'est à ça qu'on va reconnaître réellement justement les bons investisseurs. On ne reconnaît pas les bons investisseurs dans un marché haussier puisque tout le monde gagne. On reconnaît les bons investisseurs justement quand ça baisse parce qu'ils ont cette capacité à ne pas perdre, voire à moins perdre. Donc ça, c'est important. Voilà, comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à me laisser un commentaire également. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre, que ce soit des questions, que ce soit juste pour dire un petit coucou. Et derrière, pour proposer également vos propres analyses, bien entendu, puisque je ne suis pas forcément objectif, bien entendu, et exhaustif. Donc n'hésitez pas à utiliser justement ces vidéos pour pouvoir rajouter vos analyses. Comme ça permet à chaque lecteur, spectateur de pouvoir lire différentes analyses et d'avoir différents points de vue. Donc voilà, ça c'était sur le Nasdaq. Et du coup, on va regarder un petit peu sur le Brent. Au niveau du Brent, on a pas mal rebondi. Donc moi, ce qui m'intéresse sur le Brent, maintenant, vous le voyez, c'est cette congestion. Donc là, on a un support aux alentours des 56 $. Pour arrondir, on a une résistance à 61 $. Tout ce qui se passe au milieu, c'est no man's land, c'est neutre. Ce qui va m'intéresser, moi, maintenant, c'est de me dire, soit on recasse par le bas. Et là, clairement, le pétrole m'envoie un signal que coronavirus version 2, on en a à nouveau peur et potentiellement, on va rebalancer le bébé avec l'eau du bain une deuxième fois, donc on se méfie. Mais tant qu'on ne casse pas les 56 $, pour l'instant, je dis plutôt temporisation. Consolidation, temporisation, mais plutôt en attente, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Par contre, derrière, suite à cette consolidation-congestion, si jamais on ne sort pas par le bas, mais on sort par le haut, là je me dis, voilà, le marché est en train de pricer, que coronavirus derrière nous, les impacts économiques, oui, bien entendu, mais le marché se projette toujours à l'avenir. Et donc si le marché se projette sur les banques centrales vont continuer de nous soutenir, le coronavirus est derrière nous finalement, pour X raisons, on ne sait pas, on a réussi à le bloquer. Et les impacts économiques, en effet, seront importants ce trimestre-ci, mais on pense que ça va être surtout des décalages de chiffre d'affaires. Et donc, avec les boosts des banques centrales, on aura un rebond, ce qu'on appelle un V-bottom souvent en bourse, c'est-à-dire on baisse très fort, mais on remonte aussi tout aussi fort. Voilà, et ça, le signal et l'anticipation du marché viendra pour moi du Brent et du cuivre. Donc, le Brent et le cuivre sont exactement dans les mêmes dispositions. Donc pour moi, c'est de la neutralisation actuellement. Donc c'est plutôt de l'observation, on est en attente. On casse par le bas, tiens, le marché est en train de valider que le coronavirus, ça va être plus méchant que ce qu'on croit. Donc il faut se couvrir, il faut faire attention sur la suite des semaines. Par contre, on consolide, on tient les supports et on arrive à casser les résistances. Tiens, le marché est en train de penser que maintenant c'est bon, c'est passé, le pire est derrière nous et il faut se projeter certainement sur le gros rebond parce que le marché l'anticipera. Donc il ne faut pas croire qu'on va attendre que les sociétés publient des meilleurs comptes. Non, on va l'anticiper. Et donc sur le cuivre, vous avez exactement la même chose. Vous le voyez, donc c'est du rebond technique à ce stade, rien de plus. On est quand même dans des tendances baissières assez lourdes. Pour l'instant, ça bloque. Mais là, ce qui m'intéresse, moi, de savoir, c'est si cette zone-là des 2,55 arrive à tenir en soutien. Tant que ça tient en soutien, on est bloqué, comme sur le pétrole. Et donc, pour moi, c'est plutôt neutre. Si on arrive à casser par le haut, comme je vous l'ai dit, ça veut dire que le marché anticipe quand même que ça s'améliore. Par contre, on casse par le bas, le marché anticipe que c'est en train de repartir de plus belle. Donc là, il faudra à nouveau se méfier. Donc pour moi, deux indicateurs qu'on peut utiliser, deux matières premières qu'on peut utiliser vraiment pour savoir un petit peu comment le marché anticipe la suite. Sinon, en termes de couverture, toujours pareil, or et argent. Donc ici, l'or, on a eu une congestion dans le triangle dont on avait déjà parlé. La cassure qui s'est effectuée avec des volumes, donc on a la poussée maintenant en hausse exponentielle qui se met en place. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, ok, jusqu'où on peut aller éventuellement. Je ne vais pas vous répondre parce que oui, on peut toujours trouver des niveaux de résistance. Mais si vous répondez à ce niveau de résistance, vous allez être tenté de vendre. Là, vous êtes dans une grosse tendance, une grosse position. C'est très souvent pour moi des positions de couverture. Il faut garder cette couverture-là tant que vous n'avez pas justement l'inverse qui vous est proposé. Et là, en l'occurrence, dorénavant, maintenant, vous voyez, la zone des 1590, 1600 $, 1610, devient une zone de support. Et donc, tant qu'on va tenir cette zone de support, on reste positif
sur l'or et sa tendance haussière qui est d'autant plus poussée. Donc évidemment les minières aussi, via différents trackers, hein, GDX, GDXJ, qui sont ceux que je suis. Et puis derrière, l'argent, on en avait parlé de ce biseau descendant, on le casse par le haut, on amène du volume, pam, on arrive sur la résistance horizontale maintenant. Ça va être très intéressant. Peut-être qu'on soit intermédiaire, mais là où ça peut devenir très intéressant, c'est que l'argent peut avoir un effet de rattrapage sur l'or à partir du moment où il va casser cette zone des 18,70 $. Qui plus est, hein, et a fortiori, s'il casse cette zone des 19,40, 19,50. Mais du coup, j'aurais tendance maintenant à plus privilégier des minières argent si cette cassure a lieu pour jouer côté spéculatif un petit peu de rattrapage des valeurs argent par rapport à l'or. Et derrière sur l'euro dollar, du coup toujours la tendance baissière. On a fait un petit rebond ici qui est quasiment sur la zone de gap, hein. Il faut qu'on dézoome un petit peu. Puisque voilà, on avait la zone de gap qui est ici, on l'a quasiment refermée ou on l'a refermée, hein. Ça se joue à pas grand chose près, on est en hebdomadaire donc je ne vais pas dégrossir. Mais voilà l'idée, donc on a refermé le gap, on est en train de revenir de toute façon sur un support majeur très long terme. Donc voilà, il y a fort à parier que voilà, il y a une réaction de rebond technique à ce stade sur l'euro dollar, mais on demeure dans la tendance baissière dorénavant sur l'euro dollar. Donc pour l'instant, c'est juste du rebond technique qui aura besoin de maturer et de construire un petit peu plus longuement. On va passer maintenant aux différentes actions. J'essaye de réfléchir si j'ai rien oublié. Oui, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous ne loupez aucune vidéo. Allez, on attaque au niveau d'ABC arbitrage. Bon, alors que j'ai eu une petite alerte sur Core Mining, je crois que je ne l'ai pas mise dans la liste parce qu'elle est en train de pas mal baisser. Donc du coup, j'attends. Ça fait partie, voilà, ce qu'on s'est dit sur les minières argent, ça fait partie des minières argent qui m'intéressent, mais les résultats ont l'air d'être plutôt vendus actuellement. Après, voilà, ce qui nous intéresse, c'est quand ça recommence à revenir sur des niveaux intéressants, 5,30 $, 5,10 $, hein. Ça me paraît un niveau assez intéressant. Mais voilà, j'ai pas mal anticipé déjà cette semaine, je me suis pris de bonnes baffes, donc je vais éviter de trop anticiper quand même, ou en tout cas avec parcimonie, c'est-à-dire avec des tailles de position adaptées, tout ce que je vous apprends, et croyez-moi, ça fait vraiment la différence. Parce que se tromper, ça arrive, hein, et c'est normal, on a le droit de tenter des trucs, mais à partir du moment où vous le faites avec la bonne taille de position, ça vous permet de survivre, ça vous permet voilà, de pouvoir avoir des pertes qui sont récupérables, et tout simplement, voilà, ça permet de pouvoir continuer à trader tranquillement. Sinon, hein, c'est la ruine assurée, bien entendu. ABC arbitrage, éventuellement un breakout haussier, hein. C'est un titre qui aime bien, qui a une bonne tendance, hein, qui aime bien le retour de volatilité sur les marchés. Donc là, en l'occurrence, le marché, hein, il est en train de bien valider ça. Donc on a un breakout haussier qui est en train de se valider. AMG, ça, c'est plus en mode congestion de retournement. J'ai tenté une position cette semaine, je l'ai revendue aujourd'hui. Voilà, l'idée, c'est de se dire, voilà, j'essaye d'éviter de trop anticiper. Je fais attention éventuellement si les marchés voilà, aller chercher un petit peu plus bas et j'attends, je patiente. La configuration, je la trouve plutôt pas mal. J'attends que le marché me prouve que lui aussi la trouve pas mal. Et à partir de ce moment-là, je remettrai un petit peu au pot justement sur ce graphique de AMG. Autre breakout, Bastide-le-Confort. Hein, on avait déjà parlé, je crois, il y a 2 semaines hein, sur cette bonne congestion ici. Donc là, on valide bien le breakout avec des bons volumes. Donc voilà, vous voyez, même quand les marchés sont difficiles, vous avez des valeurs qui sont dans des bonnes tendances, moins de risques. Voilà, vous n'allez pas forcément gagner des 100 et des 1000, mais si vous n'avez pas cette capacité de pouvoir rester assis sur vos deux mains, si vous avez du mal à rester patient et que vous devez avoir des positions, eh ben allez sur des gros calibres, allez sur des actions moindre risque. Voilà, allez sur des trucs qui potentiellement ne vont pas vous rapporter des 100 et des 1000, mais au moins vous bloquez votre capital sur des tendances qui sont haussières, sur des tendances qui sont matures. Voilà, et vous évitez un petit peu de faire n'importe quoi, qui plus est, si vous, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas la taille de portefeuille pour vous permettre de faire ce genre d'erreur. Donc faites attention par rapport à ça, c'est très important et malheureusement en bourse, hein, c'est quand on est débutant et quand on a un petit portefeuille qu'on a encore moins le droit à la moindre erreur. Dès qu'on commence voilà, à bien gagner, à avoir un bon portefeuille, etc., eh ben, il y a de la marge pour l'erreur, à condition, comme je vous l'ai dit, de bien gérer votre risque toujours. Mais vous avez plus de marge à l'erreur, plus de marge pour tenter des trucs. Au début, il ne faut pas croire, quand j'ai commencé, à mes débuts, hein, c'était discipline, discipline, discipline. Hein. Donc si vous ne faites pas ça, de toute façon, en une perte, vous cramez tous vos gains de l'année. Donc là, vous n'évoluez absolument pas. Donc il faut bien comprendre que malheureusement, quand on est débutant, et je dirais même heureusement, quand on est débutant ou qu'on a un petit portefeuille, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est là où on doit être discipliné
Et c'est là où on doit faire du pur moindre risque. Et quelque part, c'est là où aussi on acquiert les bons comportements, les bonnes habitudes pour pouvoir continuer par la suite. Et derrière, quand on gagne, etc., qu'on a un matelas de sécurité, de temps en temps, on peut se permettre un petit quelque chose. Mais toujours en gérant le risque et en évitant que chaque position qui peut être paumée vous coûte trop cher sur la performance et soit irrattrapable. Biocartis. Biocartis, pour moi, bon, il faut encore pousser un petit coup. Faudra redépasser la zone des 6,10 € à 6,40 €. Et là, on aurait potentiellement la relance haussière qui se mettrait en place sur Biocartis. Faut voir, en effet, il faut valider ça, mais ça a l'air pas trop loin. Autre valeur en retournement, c'est Bonduelle. Alors Bonduelle, il faut peut-être un petit peu nettoyer tout ça. Hop. Ce qui m'intéresse sur Bonduelle, là, voilà, c'est la congestion qui est en train de se mettre en place, on le voit, au-dessus des 21,80 €. Vous passez sous les 21,80 €, scénario caduc, ça ne va plus trop nous intéresser. Par contre, là, ce qui nous intéresse, c'est éventuellement le breakout ici qui nous permettra à ce moment-là de reviser la zone des 24 €, éventuellement des 24,70 €. Et après, on verra. C'est un début de retournement, donc pour l'instant, c'est du début. Mais bon, il y a des bons volumes, c'est encourageant, c'est pas mal. Karma également, je trouve que c'est une bonne construction. Ça reste une biotech, bien entendu. On a eu des bons volumes ici, on a une bonne construction qui est en cours. On reste bien au-delà des 19,40 €, donc ça, c'est plutôt positif. Et donc, du coup, si on vient à casser la zone des 21 €, on devrait pouvoir poursuivre avec une seconde poussée haussière. Au niveau de Carrefour, là aussi, c'est du retournement congestion dont on s'était parlé sur cette zone-là. Du coup, on a cassé par le haut, on est en train là de effectuer un pullback et de tenir les supports. Donc, on a bel et bien un retournement qui est en train de se valider sur Carrefour. Donc, valeur qui est redevenue défensive un petit peu. Central Puerto, bon, je l'ai gardé ici, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est pas terrible, c'est assez faiblard. Il faudra vraiment revenir au-dessus des 3,70, 3,80 $ pour se remettre un petit peu dans de meilleures dispositions. Claranova, c'est pareil, c'est faiblard. Il faudra vraiment dépasser la zone des 7,80 €, 7,90 €, 8 € pour arrondir, pour se remettre dans des bonnes dispositions. Sinon là, méfiance. Et sous 7 €, encore plus prudence. Crédit Agricole, du coup, on a une consolidation des bancaires. Et regardez cette consolidation sur les bancaires, on a refermé un gap et on revient également sur des niveaux de soutien. Alors là, éventuellement, la consolidation sur Crédit Agricole, on voit, peut potentiellement pousser jusqu'à cette oblique ici. Mais globalement parlant, ce que l'on voit, c'est que c'est une consolidation qui peut paraître importante, mais qui est au prorata de la hausse que le titre a connue. Et donc éventuellement, il y a encore de la marge à la baisse, ce qui voudrait dire qu'il y a encore de la marge à la baisse sur le CAC 40 également. Mais on voit qu'on est quand même sur des niveaux qui peuvent soutenir les cours de manière assez importante. Si on passe en dessous, par contre, ces niveaux-là, là, on va se dire, là, c'est un petit peu plus dommage parce qu'on est en train un petit peu plus d'endommager la tendance. Et donc là, c'est un petit peu plus néfaste. Par contre, pour le moment, on n'endommage absolument rien. On fait de la consolidation. On peut éventuellement encore aller chercher une mèche un petit peu plus bas. Mais à ce stade-là, on ne retourne absolument pas la tendance et ça reste une reprise de souffle saine. DBV Technologies, pareil, on a quelques annonces, ça commence à sortir un petit peu pour les réunions FDA et compagnie. Donc voilà, c'est toujours pareil. On tient bien pour l'instant la zone des 16,70, 16,80 € et il faudrait déborder cette zone des 18 €. Et derrière, on aurait un gros gap qui serait un objectif éventuel. Donc voilà, ça c'est pour l'idée sur DBV. Ensuite, valeur un peu plus spéculative d'Einov. Alors la congestion est plutôt pas mal, on a des bons volumes. On peut donc penser que les probabilités sont supérieures à une cassure par le haut pour faire une petite spécu. Au niveau des ramés, donc mauvais résultat, on était dans un biseau descendant à l'intérieur du biseau descendant. On a cassé le premier par le bas suite au résultat et du coup on est en train d'aller chercher la base du second biseau descendant avec ces résultats. Donc là, pas d'anticipation, on attend de voir si ça tient, etc. Bien entendu, pas de moindre risque, il y a des gros volumes à la baisse. Et là, l'idée, c'est de se dire, bon, Eramé, c'était une bonne affaire à 38 €, mais à 31 €, c'est une encore meilleure affaire, mais rien n'indique que potentiellement, ça n'ira pas beaucoup plus bas. Donc, pour l'instant, on patiente, on attend de voir la construction pour éventuellement se réintéresser à Eramé. Au niveau d'Erytech Pharma, on est toujours dans une bonne construction, j'aime bien ce type de construction-là, mais il faut casser par le haut. Donc c'est ce qu'on attend sur Erytech Pharma, casser par le haut, ce qui permettrait de relancer la tendance haussière. Au niveau d'Euronav, on continue
de construire à ce stade-là. Moi, je pars du principe voilà, qu'on est à peu près dans ce genre de figure-là. Donc, on se cherche pour le moment. Là, il y a un bon niveau de soutien sur les 8,70 €. Et il faudra réussir à casser par le haut pour se remettre un petit peu dans le bon sens de la manœuvre. Et derrière, il faudra casser les 9,60 € pour jouer le retournement et la relance haussière. À ce stade-là, on est sur un bon niveau de soutien. Si on le casse, un petit peu plus de prudence, hein, si on vient à passer sous les 8,40 €. Mais là, en l'occurrence, on est revenu déjà sur un niveau intéressant. Au niveau d'Exmar, un petit peu en retard, Exmar, on est dans un triangle symétrique, on a la congestion qui est en train de se mettre en place. Il faut évidemment casser cette congestion par le haut et là, vous aurez un signal donc à se garder sous le coude. Au niveau de Four Farmers, c'est exactement la même chose. Une congestion en retournement en cours qu'on se garde sous le coude et qui libère son signal sur dépassement des 6,20 €, 6,30 €. Au niveau de Française de l'énergie, on est en train de revenir sur la zone de support, fermer le gap, donc éventuellement jouer le rebond sur cette zone-là, à tenir. Si ça casse, par contre, on laissera tomber. Genkyotex, on en avait parlé il y a 2 semaines, il me semble, donc il y avait une bonne congestion ici. On a cassé par le haut, mais bon voilà, comme toutes ces valeurs spéculatives, c'est important de savoir prendre ses profits. Hein. Et là, la difficulté, clairement, aujourd'hui, c'est d'apprendre à prendre ses profits, alors que ces dernières semaines, le marché vous a appris à regretter d'avoir pris vos profits, parce qu'il explosait à la hausse encore plus. Il faut bien se dire que qu'est-ce qui va vous permettre de survivre à terme en bourse? C'est de tenir vos plans. Et donc, en effet, il y aura toujours des moments où le marché vous surprendra et le marché ira bien plus haut. Mais si vous avez une stratégie de prendre une partie de vos profits sur objectif, de laisser vivre le reste et de prendre quand ça casse un support, il peut strictement, peu importe les conditions de marché, c'est ce qui vous permettra de survivre ça. Et donc en effet, vous pouvez râler, vous pouvez vous dire la semaine dernière sur telle valeur, j'ai pris mes profits, puis ça a cassé un support, puis c'est remonté de plus belle, etc. Mais voilà, c'est la bourse. Mais ce qui est important, c'est de continuer à faire des gains, continuer d'augmenter le portefeuille. Et parce que justement, quand ça ne fonctionne plus, quand les hausses exponentielles ne prennent plus, quand on atteint les objectifs et on rebaisse derrière, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez louper énormément de gains. Et potentiellement, vous allez transformer des positions en gains en positions perdantes. Ça va vous frustrer, vous allez vouloir refaire. Bref, un engrenage vicieux également qui peut se mettre en place. Donc voilà pour Genkyotex. Éventuellement, pour celles et ceux qui veulent jouer le second effet qui se coule, le retour sur la zone de résistance qui a déclenché la première poussée peut servir de support justement à cela. Au niveau de Global Bioénergie, on est en train de construire, il faut laisser faire. Pour l'instant, pour moi, c'est un biseau descendant. Sur la cassure haussière, on aura un beau signal. Groupe Guillain, ça continue. Pour l'instant, on joue un petit peu avec le bas du biseau, un peu trop à mon goût. J'ai repris une position cette semaine, mais voilà, je la garde plutôt fine pour l'instant. J'apprécierais un débordement des 15,10 € et a fortiori des 15,80 €. Ça permettrait de remettre un petit peu de beurre dans les épinards. Sinon, limite, si on commence à casser par le bas, ça peut aller vite derrière. Au niveau de Groupe Open, on reste plutôt clean, donc on reste positif. On voit une nouvelle fois, on est venu chercher 12,40 €, les tenir. Et du coup, là, on est en train de pousser pour éventuellement fermer ce gap. Ça reste propre également sur Imerys. On avait atteint cet objectif ici avec cette oblique descendante. Là, on est en train de consolider, de se chercher éventuellement. On a différents niveaux de support. Pour moi, ça reste une valeur qui est en train de construire son retournement. Mais justement, elle peut encore mettre du temps à le construire. Donc, j'ai pris mes profits parce que de toute façon, il m'en restait pas beaucoup. Donc, ça ne servait pas non plus à grand-chose de garder cette position-là. Donc dans l'idée justement de se dire, si ça consolide un petit peu plus fortement, un retour sur cette zone des 38 € m'intéressera fortement. Et du coup, on verra pour la suite. Sinon, la configuration est toujours propre. Inat Pharma, là aussi, la configuration est propre. Pour l'instant, on bute sur cette zone des 7,30, surtout la zone des 7,50 € à dépasser. Et derrière, en termes de support, en termes de soutien, on a cette zone des 6,70 € à 6,50 € à tenir. Au niveau de Line Data Service, là aussi, c'est plutôt une tendance qui reste propre, avec un dépassement des 30 € à 31 € qui permettrait d'aller chercher plus haut. Alors, il faut faire attention, il n'y a pas beaucoup de volume, donc c'est quelque chose qui peut rester très volatile. Le soutien, il est où? Très certainement, on peut tendre comme ceci, on peut se parler des 29 € éventuellement. Au niveau de LVMH, donc du coup, bien entendu que coronavirus et compagnie, ça attaque le luxe. On voit qu'il y a de plus en plus de profit warning qui sortent. Donc du coup, là, on le voit bien et on le sent bien, la construction que LVMH est en train de mettre. Donc construction dans une sorte de triangle.
pour l'instant, on a vu, on n'a pas réussi à relancer la hausse. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est plutôt une neutralisation de la tendance que l'on a ici. Là où il faudra s'inquiéter, il faudra faire attention au CAC 40, puisqu'évidemment le luxe a un point important sur le CAC 40, c'est si on casse, vous voyez, cette zone des 390-395 euros par le bas, puisqu'on aura un appel du pied certainement pour revenir sur la zone des 380-385 euros à ce moment-là. Et donc on voit que ça fait potentiellement 5-6% de pertes supplémentaires par rapport au niveau, qui impacteront bien entendu le CAC 40. Donc à méditer, pour l'instant ça reste plutôt neutre, mais on sent bien que on a juré que par LVMH, donc bien entendu que ces valeurs-là, quand on a juré que par elles continuent à bien soutenir leur tendance dans une sorte de digestion, mais vous avez quand même de plus en plus de géants qui vont commencer à prendre leur profit, alors pas totalement, mais à prendre une partie de leur profit, et cet argent-là, ils vont peut-être chercher à le réinvestir sur des choses justement qui, dans une période sans visibilité, leur permet d'avoir une visibilité, donc une marge de sécurité fondamentale. Donc c'est ce qui peut permettre également quelques rotations sectorielles pour revenir sur des valeurs value. Pas par conviction, mais plus par protection et se dire j'achète de l'actif tangible, j'achète des usines, j'achète ci, j'achète ça, et ça a une certaine valeur, etc. Donc, bon, encore à peaufiner bien entendu, puisque les valeurs de croissance restent matérialisées. Donc, quand on parle de valeur value, Maison du Monde en est une. Donc, on voit là aussi, on a mis en place le beau rebond, le pullback, la nouvelle poussée. Et là, on le voit, on est en train donc de mettre en place le rebond et le retournement qui se construit dans une zone large entre les 12,15 €, 12,20 € et cette zone des 13,40 €. Donc, il faudra soit on recasse par le bas, et donc scénario caduc à remettre à plus tard, soit on arrive à casser par le haut et là on commence à libérer certainement la zone des 14,30 €, 14,40 € en termes d'objectifs avec ce gap ici à fermer pour la suite des opérations. Mais voilà, cette partie-là de congestion éventuellement peut encore durer. Morel et Prom, ça continue d'être baissier mais là de construire, donc pour donner un signal encourageant, ce qui serait bien, c'est de revenir au-dessus des 2,71 €, 75 €. Et là, on aurait vraiment un bon signal pour se dire, ok, on peut éventuellement tenter de jouer le retournement aussi sur Morel et Prom. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mediantech, on continue de rester, vous voyez, dans cette large figure en triangle ascendant. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est qu'on arrive à tenir les zones de soutien. Mais ce qui nous intéresserait d'autant plus, c'est de donner un vrai gros signal moyen-long terme en cassant les 2,20 € et qui plus est, plus tard en cassant les 2,60 €. Donc, et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, on continue de faire des zigzags, mais on n'est toujours pas arrivé au bout de la figure, donc ça peut potentiellement encore durer, mais c'est une configuration qui reste pour l'instant tout à fait propre. Au niveau de Metabolic Explorer, là aussi ça reste propre, éventuellement on peut casser par le bas, revenir chercher cette zone-là des 1,60 € en support, mais pour moi, voilà, 1,50 €, 1,60 €, c'est une zone qui reste intéressante dans la construction actuelle de Metabolic Explorer, qui ne remet pas en cause sa tendance et qui potentiellement, pour certains d'entre vous, certains profils, certains plans, sera une bonne occasion de remettre au pot. MGI Digital, là aussi, ça reste au moins de risque, mais on bute sur cette zone des 60 € pour l'instant. Donc pour l'instant, on se cherche. Ça reste positif tant qu'on garde ce gap ici, cette zone des 55-56 €. Si on vient à repasser en dessous, bon, on sera parti pour une pause supplémentaire. Mais à ce stade-là, on reste tout à fait dans les clous. Au niveau de Micropole, on reste également dans les clous. Ça reste en embuscade sous les résistances. Il faudrait casser cette zone de résistance pour donner un breakout, pour donner un signal. Au niveau de Miliboo, là, c'est plutôt en mode rebond. Donc, on a un bon rebond qui s'est mis en place hier. Aujourd'hui, la conso. On reste plutôt positif au-dessus des 2 €. Sous les 2 €, on dira que c'était juste un coup d'épée dans l'eau, un rebond technique dans une tendance qui reste pour l'instant en construction, mais plutôt baissière. Sinon, on peut éventuellement venir chercher les 2,40 €, 2,50 € dans un second effet qui se coule éventuel la semaine prochaine. Au niveau de Natixis, là, ça consolide. Là, ce que nous dit le marché, c'est pas qu'il a fait le breakout et qu'il fait la réintégration, c'est que cette oblique-là, elle a beau être belle, elle a beau avoir pas mal de points d'impact, le marché nous indique tout simplement que pour lui, c'est pas vraiment probant. Donc, on l'enlève et on se dit pas, on a fait le breakout et on a fait un faux breakout finalement. Non,
on se dit j'ai mal tracé mon affaire. Donc maintenant, j'essaye de trouver quelque chose de plus probant. Moi, ce que je trouve assez probant, c'est la zone des 4 euros, 4,10 €, 4,20 €, 4,15 € plutôt. Je trouverais une zone assez intéressante de soutien. Ça permettrait à Natixis de consolider sans remettre en cause sa tendance haussière, son retournement haussier, et donc de rester globalement positif pour la suite des opérations là aussi sur Natixis. Et tant que les banques vont quelque part consolider sur les indices, oui, retourner à la baisse les indices, pas encore. Pour moi, il faudra que les banques se retournent à la baisse également. Pour l'instant, évidemment, c'est encore prématuré. Donc on a Neurode aussi, dont je vous avais déjà parlé, qui a mis en place son retournement. Vous avez Réalité également, qui a mis en place son breakout aussi. Nokia qui consolide dorénavant, mais pour moi, voilà, je trouve que justement, ça va être là une zone très intéressante pour éventuellement commencer à redimensionner une position sur Nokia. Alors j'ai une zone assez large, hein, des 3,60 € à 3,70 €, ça dépend éventuellement de la volatilité la semaine prochaine, mais je pense qu'il faudra savoir en profiter. Farnext, j'ai largué ma position parce que pour moi le support est là aux alentours des 5,10 €, 5,20 €. Je ne voulais pas attendre, j'avais déjà une position assez importante sur un prix finalement assez élevé parce que le breakout n'avait pas pris. Donc pour moi, voilà, il faut accepter de dire mon premier scénario pour lequel j'ai pris la position est caduque. Je solde et à la limite, je reviendrai sur les 5,10 €, 5,20 € parce que là, j'ai un second scénario de dire j'achète le support et j'achète la congestion qui va éventuellement se mettre en place à ce niveau-là. Au niveau de Prodway, ça consolide aussi. Là également, un niveau qui me plairait plutôt pas mal, c'est 2,70 €, 2,75 €. Ça, je trouverais ça intéressant pour commencer à éventuellement mettre une position. Quadient, eh ben, on est en train de consolider sur l'ancienne résistance qui devient support. À ce stade-là, ça reste positif, ça reste calme et ça reste en digestion de la tendance actuelle. Dites-vous toujours quand vous regardez les indices, moi c'est ce qui me fait toujours, que je trouve toujours intéressant, c'est que les gens ne regardent jamais les indices comme une action. Si vous regardez une action, vous voyez bien que ça monte en escalier, que ça descend en toboggan, que vous avez besoin de monter et de respirer, que ces respirations peuvent être plus ou moins fortes par rapport à la force de la poussée précédente, et donc vous retracez plus ou moins fortement. Ben, dites-vous bien que sur un indice, c'est exactement la même chose. Si on pousse fort, eh ben, il y a fort à parier que le retracement sera fort aussi, et ainsi de suite. Mais ça ne remet pas forcément en cause la tendance de base, la tendance de fond. Donc dites-vous bien que, voilà, essayez d'avoir le même jugement graphique sur une action et sur l'indice également, pour éviter tout de suite, dès que l'indice repère 1%, tout le monde oublie qu'on a gagné 10% en ligne droite. Et dès qu'on repère 1%, c'est la panique, c'est la fin du monde, c'est la crise, c'est le retournement de la courbe, c'est le coronavirus, c'est tout ce que vous voulez. Proportionnalité. Tout est proportionnel. Donc il faut prorata, 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 prorata. Et vos émotions aussi doivent être prorata. Quantum Genomics, donc pour moi là c'est terminé. Hein. Donc déjà on avait une bonne dégradation depuis plusieurs jours. J'avais laissé au titre le bénéfice du doute plutôt. Dans ce sens-là, là par contre, plus de bénéfice du doute. Hein. J'ai soldé ma position. Alors évidemment, peut-être ça pourra rebondir, construire autre chose. Le scénario est caduque. On attend que ça reconstruise et éventuellement on reprendra. Mais là, ça ne sert à rien maintenant d'y être. Renault, à long terme, j'en avais acheté une position trop haute. J'ai nivelé par le bas ici, du coup ça m'a permis de plutôt pas mal sortir une moitié. C'est comme ça que j'optimise mon PRU, mon prix de revient, mais quelque part c'est très usant, ça prend du temps. Non, ce qu'il faut attendre plutôt c'est de faire du moins de risque. Qui plus est, sur votre portefeuille n'a pas la profondeur nécessaire. Hein. Donc là en l'occurrence sur Renault, il y a toujours rien, si ce n'est de dire tiens on a peut-être trouvé un point bas sur la zone des 30 € qui a l'air un petit peu une zone psychologique. Mais à ce stade-là, c'est du rebond technique. Rien pour l'instant, rien de plus. Donc on patiente et on attend justement qu'on ait une meilleure construction qui nous permette d'avoir des meilleures probabilités. Au niveau de Sanofi, ça reste positif, ça reste haussier, ça reste moindre risque. Au-dessus de ce gap-là, on reste positif. Au niveau de SMCP, j'ai pas mal réduit ma position hier. Finalement, j'ai soldé ce qui me restait. Bon, graphiquement parlant, j'aurais pu garder puisque le scénario est pas caduque. Le risque que j'ai vu, c'est à garder ça sur le week-end et potentiellement avec le coronavirus. Le luxe, évidemment, qui est impacté. Tout le monde qui commence à sortir des profit warning. Et donc là, sur une tendance qui est déjà baissière sur un SMCP, si en plus ils ressortent un profit warning en plus de celui qu'ils avaient déjà sorti, inutile de vous faire un dessin. Donc là, j'avais un petit peu abusé sur la taille de position par rapport à ça.
hier, je suis déjà revenu à une taille plus respectable et aujourd'hui, j'ai décidé de larguer parce que tout simplement, je suis sur les rotules, je sens que je suis fatigué, je sens que je manque un petit peu de discernement sur mes prises de position. Donc je pense que c'est important voilà, de prendre un petit peu du recul. On prend du recul en récupérant des liquidités, en réduisant les tailles de position, éventuellement en couvrant ce qui nous reste avec un BX4. Voilà, et on se met en mode observation et en mode attente. Je pense que c'est ça aussi qui est important. Derrière SMCP, le signal viendra de la cassure de cette oblique-là. Tant que vous n'avez pas la cassure de cette oblique-là, vous n'avez pas réellement de signal. Et même si vous deviez avoir la cassure de cette oblique-là avec un signal, il faut ne pas oublier qu'on est dans une période où, du jour au lendemain, vous pouvez vous taper un profit warning. Donc, il faut le prendre en considération dans les trades que vous choisissez. Au niveau de TF1, là, éventuellement, pour moi, on va le retracer. Mais on aurait un pullback, donc un retour sur la cassure que l'on a effectuée. Donc je trouve que c'est une zone qui est assez intéressante pour éventuellement accumuler la position. C'est une position que j'ai en long terme, ça aussi, parce que bon, c'est une position pour moi qui, dans cette zone-là, a un aspect fondamental intéressant, a du rendement. Donc voilà, c'est plutôt en mode défensif, hein. Et là, le fait d'avoir breaké ici avec un gap, ça renforce ce côté défensif parce qu'en plus, la tendance est avec nous. Ce que j'apprécie aussi, c'est que vous voyez, vous avez eu la poussée dans des forts volumes, le retracement en consolidation qui se fait dans des petits volumes. Donc ça me renforce dans l'idée de me dire que c'est une zone d'accumulation là qui peut être intéressante. Total également, pour l'instant, on le voit, tant qu'on va rester sous les 47 €, ça reste baissier. Par contre, à court terme, on a validé une nouvelle fois aujourd'hui avec une mèche basse notre oblique ascendante. Donc tant qu'on conserve cette oblique-là, on reste positif. Si on vient à la casser, il faudra se méfier sur une purge supplémentaire de Total, hein. Ce n'est pas parce que Total aujourd'hui c'est pas cher que ça ne peut pas devenir encore moins cher et donc devenir une encore meilleure affaire. Donc c'est la raison pour laquelle également j'avais pas mal surdimensionné ma position sur Total et je l'ai redivisé par plus de 2 aujourd'hui justement pour faire attention, ne pas garder de liquidité pour justement continuer de faire attention, revenir à plus de moindre risque ou attendre des signaux un petit peu plus probants justement plutôt que faire de l'achat d'un support juste pour faire l'achat de support. Quand vous avez, c'est bien d'acheter des supports quand le marché est dans un mode confiance, quand il commence à reperdre sa visibilité et donc sa confiance comme c'est le cas depuis hier. C'est là où il faut faire attention en achetant les supports, les stratégies d'achat de support. Ils ont beaucoup plus de probabilité de casser par le bas et donc de vous emporter avec. Donc je suis plus méfiant, je réduis la voilure en anticipation. Ubisoft, ça reste positif, ça reste haussier. Bon, on sent bien là qu'on commence à arriver dans le dur. Mais pour l'instant, rien à dire. Il faudra voir comment ça consolide. Pour l'instant, rien à dire, ça reste positif et haussier. Au niveau de Vallourec, donc là, augmentation de capital, alors autant sur Technicolor, là je ne vous présente pas Technicolor parce que c'est un bon couteau qui tombe, donc en effet on peut tester de faire des rebonds et ça ne marche pas et il faut que ça soit cadenassé quand on tente ce genre de choses à ne pas perdre plus de 1% du portefeuille, hein, ce que j'ai fait, donc là voilà, je l'ai tenté, j'ai eu tort et on accepte d'avoir tort et on prend 101% et on part et puis il faudra attendre qu'il y ait d'abord un rebond, éventuellement la consolidation. Et la construction là, on pourra rentrer à ce moment-là, ce sera à ce moment-là le meilleur moment éventuellement pour rentrer, pour jouer un rebond avec un peu plus de probabilité et surtout des repères. Là, quand vous avez un titre qui tombe comme ça et que vous n'avez pas de repères graphiques parce qu'il n'y a plus de support historique, la problématique c'est que c'est très compliqué de faire des plans. Et donc il faut faire soit des plans très court terme, soit un plan justement avec 1% maximum de perte sur le portefeuille. Au niveau de Vallourec, là par contre, on avait encore des repères. On avait notamment ce gap ici qui a été quasiment refermé, un peu ou prou, et on avait surtout cette oblique-là que j'avais tracée depuis un petit moment sur laquelle on est revenu, là aussi peu ou prou à quelques centimes près, et là on a très très bien rebondi, mais bon, on valide quand même, on ne referme pas le gap qu'on a ouvert sur ça. Donc là, on va dire c'est une porte de saloon qui a permis, tant bien que mal, à certains de bien s'en sortir. Mais voilà, il ne faut pas exagérer et il ne faut pas non plus, il faut accepter quand le marché nous donne une seconde chance. Et il faut accepter d'avoir eu cette seconde chance et là, concrètement, voilà, accepter de se dire que potentiellement on s'en est bien tiré et attendre d'avoir des nouvelles indications, une nouvelle configuration pour que ça nous intéresse, etc. Mais là, en l'occurrence, c'était pas mal pour un rebond aussi. Malheureusement, mauvais cheval pour ma part
bien que je l'ai tenté Valorec, mais j'étais quelques centimes plus bas. Au niveau de Valneva, la consolidation se met en cours. Il y a ici pour moi le niveau de soutien. Donc cette zone des 3,15 €, mais pour moi c'est une belle construction là qui est à voir. Et Verimatrix c'est pareil, c'est un biseau descendant. Alors on peut le tracer de différentes manières, couloir, canal, ce que vous voulez. J'aimerais bien y voir un biseau descendant. J'aimerais bien y voir voilà, plutôt une oblique également comme ceci. Donc bref, j'aimerais bien y voir entre les 1,75 € et les 2 € pour arrondir une zone de congestion. Ça casse par le bas, ça sera pas bon. Et on parlera éventuellement, bon, on en parlera plus tard. Ça casse par le bas, pour moi, scénario caduc et c'est dommage. Ça casse par le haut et on commence à parler de retournement haussier de moyen long terme. Au milieu, hein, vous l'avez compris, c'est neutre et c'est en attente. Par contre, Walix, elle a bien cassé. Cette oblique ici est bien cassée. Éventuellement, là, on est en train de mettre en place une consolidation. C'est un titre où il n'y a pas énormément de monde dans le carnet d'or, donc ça bouge pas mal, c'est assez volatile. Il faut le prendre en considération, faire attention à vos stops, qu'ils ne soient pas trop proches des cours sur ce genre de titre-là. Ce que l'on voit, voilà, c'est ici, on avait fait une bonne conso. Là, on met une poussée en marche, la conso éventuellement ici. Bref, on a un retournement haussier avec des volumes, moindre risque qui s'est mis en place sur Walix. La consolidation éventuellement est une bonne opportunité pour, pourquoi pas, accumuler et tenter de jouer la continuité haussière. Continuité haussière, moi j'aurais tendance à parler déjà des 16,50 € éventuellement en objectif. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir tenu le choc jusqu'ici. La vidéo a été plus longue, mais je pense que c'était important que je souligne plusieurs aspects, puisque je pense que vous en aurez besoin ces prochains jours, voire ces prochaines semaines, suivant la volatilité que le marché va décider de remettre. N'oubliez pas, pour l'instant, c'est toujours haussier. On consolide ou on va corriger potentiellement, oui, mais au prorata de la hausse. Donc, inutile encore de me demander s'il va y avoir un crack boursier. Hein. Ce n'est pas encore pour tout de suite. Chaque chose en son temps et étape par étape. Une tendance, même une tendance qui se retourne, ne devient jamais de haussière à baissière. Vous avez toujours une partie de construction neutre au préalable. Et ça, on aura l'occasion et l'opportunité, croyez-moi, d'en parler avant que cela se produise. Voilà. Excellent week-end à vous les graphes. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, de vous abonner à la chaîne et de me laisser également un commentaire ou vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre ce week-end. Excellent week-end une nouvelle fois et à lundi pour de nouvelles aventures boursières sur graph-co-bourse.fr. Salut les graphes.